Diversification. Ne jamais croire qu'une classe d'actifs est plus sûre qu'une autre. Puis les marchés actions sont toujours les placements sur le long terme qui rapportent le plus. Bonjour à tous, je m'appelle Nicolas, j'ai une trentaine d'années. Je suis responsable commercial des relations pour Mandarin Gestion. On est une petite société française entrepreneuriale dans le secteur de l'asset management, donc la gestion de fonds pour compte de tiers. Et je suis depuis les tout débuts mon petit placement dans lequel j'ai beaucoup de conviction. Et j'ai le plaisir aujourd'hui de pouvoir vous faire un point de gestion sur Mandarin Gestion que l'on peut retrouver dans le portefeuille environnement à travers Mandarin Global Transition et également dans le portefeuille santé avec Mandarin Global Sport. Alors c'est une très bonne question et ça a vraiment été une année test. Si je peux me permettre, je vais remonter un petit peu plus en amont, quasiment sur 2022. Depuis 18 mois, les marchés ont été chahutés par plusieurs événements majeurs. Ça a commencé pour l'invasion russe en Ukraine. Ça a commencé également par rapport à des shortages, donc des soucis d'approvisionnement sur les matières premières, l'électricité, le gaz. On a eu des doutes sur comment se chauffer l'hiver dernier. Aujourd'hui, c'est entériné, mais on a eu des réels problèmes économiques. Et puis après, il y a quelque chose d'inné. On nous a toujours dit, vous n'avez pas tout connu en bourse tant que vous n'avez pas connu le choc pétrolier, tant que vous n'avez pas connu la bulle Internet. Mais là, en 2023, on a accusé 10 hausses de taux historiques des banques centrales, 10 hausses de taux de 400 points de base, c'est énorme, on est passé de taux négatifs à taux à 4,5%. Et ça, bien évidemment, l'économie, il faut qu'elle le digère, il faut qu'elle arrive à retrouver de la croissance, qu'elle arrive à maîtriser son inflation. Et ça a été les principaux moteurs sur les marchés et en économie qui ont un petit peu fait ralentir les marchés 2022 et 2023. Après, il y a eu également la faillite de SV Bank et de 3 banques régionales aux États-Unis en mars 2023 qui a apporté énormément, on va dire, de volatilité, de risque sur les marchés. Qui est solide, qui ne l'est pas. Et puis la dernière chose, c'est que début d'année également, on partait pour une année un petit peu en repli avec peu de croissance, un petit peu de récession. Et puis il y a eu l'arrivée fulgurante de ChatGPT et qui a emmené avec ça toute la vague intelligence artificielle, toute la vague tech, semi-conducteurs, processeurs. Et donc en fait, vous vous retrouvez sur 2023 avec des économies coupées en deux. Ceux qui font partie de l'IA, les Magnificent Sevens, les Tesla, Nvidia, Microsoft, Apple, Alphabet, etc., qui font plus de 100% de performance. Et puis vous avez le reste du marché qui est plutôt en repli et qui relate ce qu'est l'économie réelle aujourd'hui. C'est des coûts de financement plus compliqués. Un peu moins de croissance également, 0% de croissance en zone euro, plus 2 au niveau international ou américain. Donc c'est pas une année incroyable, mais c'est surtout une économie coupée en deux. Les leçons que l'on peut en tirer cette année, c'est que le marché est binaire. On a eu depuis ces 18 derniers mois des alternances de style très forts entre ce qui est une société, on va dire, à duration un peu courte, faible visibilité, une société sous-valorisée comme value, et des sociétés plutôt à duration longue, des sociétés de croissance un peu plus défensives. Et bien cette année, le marché, comme je le disais, a été découpé en deux. Ce qu'on peut en tirer comme conclusion, c'est qu'aujourd'hui, cette valeur que j'ai citée tout à l'heure peuvent tirer aujourd'hui l'économie internationale sur des niveaux de plus 15, de plus 20, de plus 25% au niveau monde, comme au niveau US. Mais si maintenant également je regarde du côté européen, eh bien on se rend compte qu'il y a 2-3 secteurs qui ont tiré la cote. C'est la santé, c'est la partie bancaire et la partie pétrolière qui subit toujours ces effets de base de la crise énergétique de l'année dernière et qui, même si les prix de l'énergie ont corrigé, on engrange toujours des profits énormes. Et je pense bien évidemment à Total ou ses équivalents dans le gaz et dans d'autres filières nucléaires ou autres. Et donc, si on extrait ces 7 valeurs américaines de la tech ou bien ces 2-3 secteurs qui performent comme la santé, les bancaires ou les pétrolières, eh bien on se retrouve avec une économie au final qui est plutôt négative, dans le meilleur des cas à 0, mais ce qui est sûr qu'elle n'est pas à plus de 20%. Et donc là, on comprend une chose, c'est que vos portefeuilles que vous aviez de conviction, de long terme sur des sociétés de qualité dite croissance, eh bien eux ont corrigé. Ils ont corrigé comme l'économie réelle, c'est la preuve qu'ils ont les pieds sur terre. Ça, c'est le premier constat. Le deuxième, c'est que pour la première fois, quasiment, on s'est rendu compte que l'immobilier n'était pas un placement sécure comme un fonds euro, c'est un placement essentiel dans des allocations, mais ce n'est pas un placement qui est garanti. Et on s'en est rendu compte, pour la première fois, ça a baissé de 10, 15, 20% selon les fonds dits SCPI, SCI, OPCI. Et ça, c'était en septembre dernier. La troisième chose, c'est diversification.
On se rend compte qu'aujourd'hui, comme je le disais, certains secteurs de la tech américaine sont à plus 40%, certains fonds sur la santé ou sur le sport peuvent être à 6, 10, 15%. Et puis on se rend compte que ces fonds dans lesquels vous avez beaucoup de conviction dans la partie environnementale / transition énergétique et écologique sont plutôt aux alentours de 0 après avoir connu un point bas même à moins 5 ou à moins 6% dans le courant de l'année. Donc cette diversification. Ne jamais croire qu'une classe d'actifs est plus sûre qu'une autre. L'immobilier a ses atouts, mais a également aussi ses risques en termes de illiquidité. Et puis les marchés actions sont toujours les placements sur le long terme qui rapportent le plus, surtout en versement programmé chez mon petit placement. On a de la chance de pouvoir parler d'une thématique qui à la fois parle à tout le monde, on a envie de donner du sens à son épargne. L'intérêt de cette gestion, c'est qu'en plus de sélectionner selon nous les futurs leaders de demain, dans leur secteur, dans leur sous-thématique, en plus qu'ils soient des futurs leaders sur le climat, ça va être des sociétés qui également sont subventionnées, ont des crédits d'impôt, sont portées par des plans de relance. On a eu l'idée de créer ce fonds en 2019, tout bêtement parce qu'en 2019, pour la première fois, il y a eu un cadre réglementaire clair, non trompeur, qui s'appelle la taxonomie européenne, qui est sorti et qui définissait clairement qui étaient les réels acteurs de la transition énergétique et écologique. Ce plan de relance a commencé un petit peu à s'instaurer dans les 28 pays à l'époque que l'on avait avec la Grande-Bretagne en Union européenne. Il y a eu le plan de relance sur l'hydrogène en 2020, c'est ce qui a fait boomer un petit peu ce secteur de l'hydrogène dont on parle beaucoup moins aujourd'hui en bourse du moins. 2021, la Chine a essayé de suivre le pas. 11 août 2022, les États-Unis réembrayent également avec le Inflation Reduction Act. Et aujourd'hui, où on en est? Eh bien, la Chine continue ses investissements. Et de l'autre côté, vous avez l'Europe qui est en train de regarder comment se mettre d'accord et qui au final agit plutôt au niveau local. Donc cette transition énergétique et écologique, elle a un agenda qui est extrêmement chargé aux États-Unis. 100 milliards ont été déployés en un an. Il reste 300 milliards à déployer dans la partie hydrogène, dans la partie panneaux solaires, dans la partie éolienne. Et puis après, en Europe, vous avez l'agenda chargé, il y a la COP28 et on a également des premières décisions qui ont été prises. On a entériné avec le Parlement le Net Zero Industry Act qui est censé préciser comment 40% de la production d'électricité neutre en carbone sera fait sur le sol européen d'ici 2030 afin de pouvoir atteindre la neutralité carbone en 2050. Ce qui est sûr, c'est que la transition énergétique et écologique, ce n'est pas que les énergies renouvelables. Si c'était que les énergies renouvelables, le fonds ferait moins 35 l'année dernière et moins 35 en 2023. Ce n'est pas le cas. Déjà, mon petit placement a eu la chance de pouvoir choisir un fonds international réellement pur. On parle d'exclusion totale de certains secteurs qui seraient venus redresser la performance. Je pense bien évidemment au pétrole, au nucléaire, aux banques et à la santé qui intègrent certains portefeuilles environnemental et climatique. Ce n'est pas le cas dans celui-ci. Bien évidemment que c'est sur le long terme. On parle d'une thématique qui a besoin de financement également, mais qui est déjà rentable aujourd'hui. La moyenne des sociétés en portefeuille, lorsqu'on investit 1 euro, elles en redistribuent un an après 1,18 €. C'est énorme, c'est extrêmement rentable comme secteur. C'est des perspectives de croissance intéressantes. En moyenne aujourd'hui, même si ça a réduit avec l'effet de base que l'on a connu en 2022 et 2023, on parle d'une croissance embarquée à 12 mois d'environ 13%. Donc c'est une thématique de long terme. Lorsqu'on regarde le rétro-planning, il y a 2030, il y a 2050 sur la partie neutre en carbone et il y a 2100 sur l'atterrissage à 1,5 degré maximum. Et donc par définition, si on fait un calcul de point de table, votre investissement, il va être pérenne et il va se maximiser plus on se rapprochera de l'échéance parce que plus les flux seront massifs et plus l'objectif sera nécessaire d'être atteint pour pouvoir rentrer dans les clous. Et donc les sociétés vont pouvoir se dépasser. Elles sont toutes extrêmement innovantes. Alors Mandarin Global Transition, c'est un fonds action coté qui investit pour la transition énergétique et écologique. Donc bien évidemment, on souhaite aller chercher et accompagner tous les acteurs, peu importe leur localisation dans le monde. C'est un fonds qui a également ce qu'on appelle toute taille de capitalisation boursière. On va avoir des grands leaders déjà établis. Dans la mobilité propre, je peux citer des gens comme Tesla ou autres qui font 600 milliards de dollars de capitalisation boursière, jusqu'à des sociétés qui sont présentes dans les bras articulés, qui vont faire bouger un panneau solaire afin de l'orienter au mieux vers le soleil, qui s'appelle Next Tracker, qui font 5 milliards. 5 milliards, ce que vous demandez,
que c'est en valo, c'est Doctolib ou Back Market entre guillemets. Selon nous, l'intérêt d'avoir un fonds climat de transition énergétique et écologique, c'est pas simplement de faire en sorte que ces investissements soient green, soient durables. Ça, c'est bien qu'il y ait un minimum dans tous les investissements. Cependant, il faut des investissements purs avec de l'exclusion des pétrolières, peu importe leurs efforts, tant qu'elles explorent encore des champs d'énergie fossile. Le nucléaire, la taxonomie européenne l'a exclu. Et puis également, après, on va exclure les secteurs qui sont quasiment neutres en carbone, mais qui n'ont zéro service, zéro solution pour accélérer la transition énergétique et écologique. Et selon comment on calcule ça, Scope 1, Scope 2 et Scope 3, c'est lui qui est clé, il y a même des secteurs dedans qui seraient gris, qui seraient les banques, qui seraient la santé. Eh bien ça, c'est exclu. On va se concentrer seulement sur les acteurs qui ont des solutions dans les déchets, dans l'eau, dans l'isolation des bâtiments, dans les infrastructures, dans les carburants alternatifs, la mobilité propre, et tout ce qu'il y a bien évidemment dans les énergies renouvelables, mais c'est seulement 20% du fonds et c'est ce qui nous aide à maintenir notre performance l'année dernière et cette année. Ce fonds est labellisé Greenfin, donc c'est-à-dire que contrairement à certains labels en France ou en Europe qui pouvaient être un peu plus flous et flexibles, le label Greenfin est extrêmement contraignant, il est extrêmement contrariant également car il y en a seulement 10 dans le monde et il fait des exclusions totales de certains secteurs controversés ou non. Bien tout d'abord, je vous félicite parce que ce n'est même plus une cause qu'on doit accompagner, c'est selon nous essentiel de flécher ses investissements et son épargne vers ce type de société vertueuse pour nous, pour l'économie et pour nos prochains. Et deuxièmement, je pense que c'est très intelligent parce qu'on sait que c'est une thématique de long terme qui est extrêmement performante, qui va avoir beaucoup de vent dans les voiles. Et en plus des subventions et des crédits d'impôt qu'elles vont recevoir, ces sociétés sont déjà rentables. Elles seront en elles-mêmes, chacune dans leur secteur, les futurs leaders de demain. Effectivement, l'intérêt de Mandarin Global Sport, c'est de répondre à la future grande révolution qu'il va y avoir, on pense d'un point de vue étatique, social, public et même industriel. C'est la santé, c'est le sport. Aujourd'hui, on sait que une majorité de la population, surtout aux États-Unis ou dans les pays, on va dire développés, souffrent d'obésité, sont en mauvaise santé. On voit également que le sport est devenu un phénomène social, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a 2 fois plus de pratiquants seniors de plus de 60 ans que par rapport aux dizaines d'années auparavant. Et puis, on a également un budget sport pour la pratique qui est devenu un phénomène de mode et qui a également, lui, plus que doublé. Et donc, on se retrouve sur la définition pure de ce qui est une thématique de croissance. Elle va jouer avec les finances et l'économie des gens qui allouent de plus en plus de leur budget dans le sport, à la salle ou dans leur équipement. D'un point de vue démographique, de plus en plus de participants et de pratiquants. Et en plus, un projet et une conviction qui va être accompagnée par les États pour leur plan de relance afin de réduire le trou de la sécurité sociale. Typiquement, si les gens sont en meilleure santé, eh bien forcément, les gens coûteront moins cher en termes de soins. Et donc, Mandarin Global Sport investit dans 4 grands piliers de l'économie internationale en bourse, actions cotées encore une fois, matériel et équipement, mais il investit également dans la partie alimentation, compléments alimentaires, compléments en fer, probiotiques, suivi de sa performance comme des montres Garmin, etc. Il investit également dans l'infrastructure et la billetterie. Lorsque vous allez voir un match, lorsque vous allez skier, eh bien, il y a des sociétés qui opèrent toutes ces infrastructures-là et qui bénéficient de la consommation entre guillemets de ce sport et de vos activités sportives. Et le 4e, eh bien, c'est le digital et c'est le e-gaming qui va devenir aux Jeux Olympiques de Los Angeles, je crois, la 28e discipline olympique. Et donc, on est sur un portefeuille extrêmement diversifié en termes de secteurs, extrêmement diversifié en termes de zones géographiques, de taille de capitalisation boursière également, et qui, selon nous, va répondre à un besoin essentiel, c'est comprendre les nouveaux modes de consommation de sa population et l'accompagner pour une meilleure prise en compte de sa santé. Et ces sociétés-là sont également les futurs leaders de demain.